Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que l'update du mois de mars. Beaucoup de choses à vous présenter, vous allez le voir aussi, beaucoup de choses ce mois-ci en termes de jeux vidéo puisque j'ai pas mal joué ce mois-ci. Pour les lectures, on est plutôt sur des livres assez courts, voire des graphiques. Beaucoup de choses à vous présenter aussi en termes de films. On va commencer de ce pas, ne perdons pas plus de temps. Tout d'abord, au mois de mars, j'ai lu La Ronde de Nuit de Bora Chung, un livre que j'ai absolument adoré, je l'ai adoré. C'est un 5 étoiles sur 5, ça a été un coup de cœur monumental. Vous savez que j'adore Lapin Maudit de Bora Chung, j'avais hâte de lire son nouveau livre. Je remercie les éditions Rivage pour l'envoi de cet ouvrage. Dans ce court récit de 170 pages, qui se constitue comme un recueil de nouvelles, mais avec une toile de fond, on va suivre une gardienne de nuit qui va raconter à un nouveau des histoires de l'institut de recherche dans lequel il se trouve. Car c'est un institut pas comme les autres. En fait, chaque pièce, chaque labo comporte un élément paranormal. Ça m'a beaucoup fait penser évidemment à la creepypasta des SCP, ceux qui connaissent sauront. Et donc, ici étaient mélangés plusieurs sous-genres horrifiques que j'apprécie beaucoup, ce qui crée un tout très intéressant. On peut trouver parmi les histoires comptées ici un tunnel, un mouchoir, une basket, un mouton, un livre ou encore un chat. J'ai beaucoup apprécié le fait que les histoires s'entrecroisent et que peu à peu, un lore se construise. Ici, le recueil de nouvelles forme un tout narratif et c'est absolument génial. C'est plutôt un roman en somme. Les histoires sont inquiétantes, atmosphériques et au travers de celles-ci, on aborde des thématiques importantes et difficiles. On aborde notamment la difficulté d'un personnage à vivre son homosexualité et à être heureux avec l'horreur des thérapies de conversion. Et on y aborde notamment aussi l'horreur du féminicide. Les hommes dépeints dans ce recueil sont bien souvent vils et égoïstes d'ailleurs. C'est un récit atmosphérique que j'ai beaucoup aimé, à l'ambiance très particulière que je vous conseille vivement. C'était trop bien, vraiment une excellente lecture que je ne peux donc que vous conseiller. Ensuite, j'ai lu Le Labyrinthe des Backrooms de Sian Isgi. Ici, un 4 étoiles sur 5. Je vous avais déjà présenté les Backrooms de Sian Isgi sous la forme de 3 tomes. Et là, on est sur un intégral revu, retravaillé, avec du coup une finalité. Donc tout est réuni, tout a été réécrit, retravaillé et ça se voit parce que pour le coup je n'ai pas eu le sentiment d'avoir la même lecture que la première fois. On est vraiment dans un récit assez différent sur de nombreux points. Qu'est-ce qu'on suit dans le labyrinthe des backrooms? Eh bien, on suit un groupe de potes qui partent en urbex, mais tout ne se passe pas comme prévu et ils se retrouvent donc mystérieusement dans les backrooms où ils vont devoir tenter de survivre. On traverse avec eux plusieurs niveaux, avec le niveau 0 notamment et sa fameuse moquette jaune, un hôtel terrifiant, une suite de pool rooms ou encore un hôpital. Et on va découvrir tout un tas de créatures plus terrifiantes les unes que les autres. J'ai bien aimé cette lecture, c'était haletant, dynamique et c'était intéressant de voir cette interprétation des backrooms. J'ai pu parfois, je dois l'admettre, trouver des incohérences dans le récit, des répétitions, c'était loin d'être parfait, il faut dire ce qui est en toute objectivité, c'était vraiment loin d'être parfait. C'était pas super maîtrisé non plus au niveau de l'écriture. Mais je me suis amusée durant ma lecture et j'ai trouvé ça assez terrifiant. Donc 4 étoiles sur 5. J'ai lu ensuite Les Liens du Sang, tome 17 de Shuzo Oshimi. Enfin donc le dernier tome de cette saga de manga que je lis qui nous raconte la relation malsaine d'une mère avec son fils. J'ai beaucoup aimé ce point final. Je l'ai trouvé assez qualitatif, j'ai trouvé assez cool, même si pour le bémol, j'ai trouvé que c'était assez rapide. J'ai quand même mis un 5 étoiles sur 5, mais effectivement, j'ai trouvé que la fin était assez rapide, il faut dire ce qui est. Les dessins sont toujours aussi incroyables, aussi significatifs, comme je vous le disais, et l'ambiance de ce manga psychologique, elle est hyper bien construite. Je peux vous en dire trop sur l'intrigue puisque c'est le tome final, vous vous en doutez. Mais franchement, une saga de manga dont je garde un très bon souvenir finalement. Ensuite, j'ai lu donc 2 BD. J'ai lu tout d'abord La vie est une corvée de Salomé Laoche. Et j'ai lu également Peur de mourir, mais flemme de vivre de Salomé Laoche. Je vous les présente tous les deux ensemble. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai adoré les deux. J'ai adoré les deux et j'ai le même avis sur les deux. 5 étoiles sur 5 pour ces 2 lectures. Ici, on est dans des recueils de strips publiés sur Instagram par Salomé Laoche. Il y a des sketchs plus drôles, il y en a qui sont plus sérieux. J'ai passé un très bon moment dans cette lecture. J'ai adoré. Il y a vraiment des moments où je riais en lisant, ce qui est plutôt rare me concernant, parce que du coup, je suis pas très réceptive à l'humour en écrit ou en dessiné. Là, pour le coup, c'était le cas. On est sur un humour cynique, sarcastique, direct,
Le seul bémol que j'ai pu trouver, c'est qu'au vu du format, c'est assez compact. Donc des fois pour les yeux à la lecture, c'est un peu compliqué. Mais sinon, j'ai quand même passé un bon moment. Je vous montre du coup à quoi cela ressemble à l'intérieur. C'était vraiment très chouette, j'ai passé un excellent moment. Et donc, je ne peux que vous conseiller ces 2 recueils de sketchs, c'était très chouette. Ensuite, j'ai lu Plus noir que noir de Stephen King. Le dernier recueil de nouvelles de Stephen King. J'ai mis 3 étoiles sur 5 à ce livre. Donc ce n'est pas un coup de cœur, mais ça a été pas une mauvaise lecture non plus. On va suivre dans ce recueil de nouvelles de King une histoire d'horreur cosmique, une rencontre terrifiante, un jeune garçon étrange, un rêve particulier, un extraterrestre, des turbulences ou encore un chien. Voilà ce qu'on trouve dans ce nouveau livre du King, qui est un recueil de nouvelles. C'est un recueil pour lequel j'ai un avis mitigé. J'ai absolument adoré certaines nouvelles, dont une qui m'a terrifiée. Mais quand je vous dis qui m'a terrifiée, c'est trauma, quoi. Elle m'a fait trop peur. Et il y en a d'autres qui me faisaient ni chaud ni froid, voire qui m'ennuyaient profondément. J'attendais la fin. Ça m'a même été pénible de finir pour certaines, il faut le dire, parce que je les ai trouvées très longues. Notamment la 4e du recueil. J'ai trouvé le livre assez inégal en termes de qualité. On va dépeindre souvent ici des personnages détestables masculins et à quelques moments ce fut assez pénible à lire me concernant. Disons que je les vois assez dans la vraie vie, flemme de les lire. Hein. Voilà. Mis à part ces points qui ont donc rendu ma lecture mitigée, je suis contente d'avoir lu ce nouveau recueil. Je suis toujours assez enthousiaste de découvrir un nouveau recueil de nouvelles du King et même si ça n'a pas marché à 100%, ça a été quand même une bonne lecture et je suis quand même contente de l'avoir fait puisque il y a quand même une histoire dans le recueil qui m'a glacé le sang, donc ça valait le coup, ça valait vraiment le coup. J'ai lu ensuite un manga, #DRCL, tome 1 de Shinichi Sakamoto. Un manga qui, là c'était pas trop une réussite, hein. C'était pas tant une réussite. J'ai mis 2,5 sur 5 à cette lecture et tout le monde a aimé. Donc là, je me sens extrêmement seule, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas accroché. Dans ce manga, on va suivre tout d'abord donc l'équipage d'un bateau qui, après la réception d'étranges caisses, va vivre des phénomènes terrifiants. Ensuite, on va être avec les élèves d'un établissement et on apprend qu'il y a la présence d'une bête. Voilà, pour vous faire un petit résumé. Et donc, pour les points positifs, j'ai adoré les dessins, je les ai trouvés magnifiques. J'ai adoré le tout début dans le bateau parce que dans le bateau, j'ai trouvé l'ambiance effrayante, flippante, hyper bien amenée, c'était haletant, c'était hyper bien réalisé. Mais pour la suite, le soufflet, il est retombé complètement. Dès qu'on s'est retrouvé avec les élèves, j'ai trouvé que ça manquait de rythme, d'explication. Des fois, je comprenais pas totalement ce qui se passait. L'ambiance aussi, c'était un peu moins dans ce que j'apprécie en termes d'horreur. Je lirai peut-être le tome 2 pour voir la direction que ça prend. Mais c'est même pas sûr, parce que en termes d'histoire, là, je suis vraiment pas emballée. Je sais qu'il s'agit d'une revisite de Dracula, j'y ai perçu des éléments, mais j'espérais quelque chose de très différent pour le coup. Et donc, je suis vraiment plutôt déçue. Je vous montre un petit peu les dessins pour que vous puissiez voir quand même, parce que c'est quand même très joli en termes de dessin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais malheureusement, là, ça l'a pas du tout fait pour ce manga. Donc, je suis un peu deg parce que tout le monde a adoré, et moi, je suis un peu seule là sur ce coup-là. Ensuite, j'ai lu Guarded by the Nightmare de Cassie Alexander. 4 étoiles sur 5. Ici, ce livre fait partie d'une lecture que je réalise en vue d'un futur vlog romance dark fantastique sur la chaîne. On est dans une saga de romance monstre où on trouve le même concept mais pas le même monstre ni la même plume à tous les tomes. On est avec une agence de monstres engagée pour des missions. Ici, le cauchemar va être engagé pour réaliser la vengeance d'une jeune femme qui souhaite également sauver sa meilleure amie. On va suivre dans le même temps des flashbacks pour comprendre la raison de sa vengeance. On est dans une histoire de disparition, de magie noire notamment. Tout n'est pas parfait bien sûr, c'est complètement cringe à certains moments. Le cauchemar appelle ma reine, notre personnage féminin, alors qu'il la connaît depuis 2 minutes, la regarde sous la douche, ou encore a la capacité spéciale de couvrir son corps de langues, de toutes sortes de langues. Donc je vous laisse imaginer la suite. Néanmoins, le cucu ne démarre qu'à 45% de l'histoire. Mais bon, quand ça démarre en revanche, hein, ça y va. Mais j'ai apprécié le fait qu'il y ait une construction narrative ici. J'ai eu la sensation de lire une histoire fantastique, quoi, avec un fond de romance. Et concernant les relations sexuelles, il y a du consentement et je trouve ça assez important de le souligner. Même si la construction n'est pas parfaite, j'ai apprécié le fait que le personnage féminin principal ne se laisse pas faire, qu'elle ait de la personnalité. Il y a au fil de cette vengeance des moments gore avec des intestins qui volent ou des êtres humains qui explosent en 1000 morceaux, donc quand même assez gore. Et on trouve en trigger warning des traumas suite à un VIOL ou encore la dépression, donc des sujets quand même assez durs abordés, il faut le savoir. Évidemment, aucun perso n'est parfait, hein, dans ce récit, l'histoire est assez dark, et c'est méga kitsch et absolument pas crédible. Ça, c'est une certitude. Il y a
taquet d'incohérence, donc si vous aimez pas ça, passez votre chemin. La fin m'a laissé what the fuck parce qu'on finit vraiment en mode ils furent heureux et ils eurent beaucoup de cauchemars, c'est un peu le délire quoi. Ça plairait pas à tout le monde, mais j'ai passé plutôt un moment sympa dans cette lecture, qui a été une bonne lecture, plutôt une bonne surprise en somme, alors que vraiment je pensais que ça allait être une des pires lectures que j'allais faire, et franchement, une excellente surprise. J'ai ensuite effectué une relecture de circonstances, puisque ce roman d'horreur est souvent cité en roman d'horreur propice au printemps. C'est un roman qui a été adapté en film. Alors j'avais un bon souvenir du film, mais il y a plein de gens parmi vous qui m'ont dit que le film était nul à yesh. Il faudrait que je le re-regarde, parce que je l'avais regardé quand j'étais au lycée, quoi, début lycée. Donc j'en ai un souvenir assez lointain. Il faudrait que je le remate, bref. J'ai relu le livre en tout cas que j'avais absolument adoré et ça a été autant une réussite la seconde fois que la première, j'ai mis 5 étoiles sur 5 pour cette relecture. Ici, on est dans un roman d'horreur donc où on va suivre des potes qui partent en vacances au Mexique. Ils apprennent que leur guide a perdu leur frère mystérieusement et ils vont se rendre dans les ruines avec lui pour le retrouver. Mais ils vont se retrouver coincés en haut d'une colline où un danger monstrueux les menace. C'est terrifiant, assez trashouille. Gore, poisseux, dégueulasse. Et il y a du body horror dans ce récit, ça je tiens à vous le dire. Les personnages sont imparfaits, prennent de mauvaises décisions, et l'intrigue est haletante, dynamique. Il n'y a absolument aucun espoir dans cette lecture. Sachez-le, aucun espoir. Si vous espérez un roman d'horreur où il y a de l'espoir, il n'y en a pas. Le seul hic que je donnerai, c'est un moment sexuel assez inutile, et les persos qui sont parfois un peu caricaturaux, quoi. Mais ce livre, je l'aime beaucoup parce que t'as vraiment l'impression de lire un bon film d'horreur creepy. C'est hyper efficace, donc... Les ruines de Scott Smith, je vous conseille fort. J'ai lu ensuite Un échec total. On en parlait, on rigolait sur Twitch ensemble parce que du coup j'ai fait des emprunts médiathèque pour des graphiques. Et heureusement que ce sont des emprunts médiathèque parce qu'au vu des échecs, vraiment heureusement. Tout d'abord, donc La maison au bord du monde de Richard Corben et Simon Revelstock. Alors là on est sur 1 étoile sur 5. Donc là on est vraiment sur un échec cuisant. Dans cette BD, on va adapter le roman du même titre de William Hodgson. Désolée pour la prononciation. Un roman d'horreur cosmique que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai absolument adoré, dans lequel on va découvrir le journal d'un homme qui a vécu des phénomènes inquiétants dans sa maison. Et ben, je suis super déçue par cette adaptation graphique. Mais alors vraiment extrêmement déçue. C'est hyper différent de l'original, que ce soit en termes d'histoire ou d'ambiance. Alors, ça me dérange pas que ce soit différent. Mais là, pour le coup, je n'ai absolument pas retrouvé l'ambiance inquiétante ou terrifiante du roman de base. Et j'ai pas été fan des dessins non plus. C'était pas une bonne lecture. C'était vraiment pas une bonne lecture. Je vous montre vite fait, mais j'ai pas passé un excellent moment, du coup, en somme, dans cette BD. Autre échec graphique, donc, pour continuer dans cette veine, Esprit des morts et autres récits d'Edgar Allan Poe, de Richard Corben. 2 sur 5 ici. Un petit peu mieux, on est sur 1 étoile de plus. Dans cette BD, on va retrouver plusieurs histoires d'Edgar Allan Poe adaptées. Et là aussi, c'est une déception. C'est une déception parce que, encore une fois, je n'ai absolument pas retrouvé l'atmosphère des récits de Poe. Les dessins ici sont très beaux néanmoins. Là, les dessins, c'est très beau. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai mis 1 étoile de plus parce que les dessins là sont très agréables. Et aussi, ça je tiens à le signifier, j'avais aussi l'impression que si Richard Corben ne dessinait pas d'énormes paires de seins sur tous ces personnages féminins, une malédiction allait s'abattre sur lui tant c'était abusé, il faut le dire. Pas vraiment une bonne lecture non plus, finalement, je ne suis pas conquise. Je vous montre rapidement, mais les dessins voilà, sont très chouettes. Je vous montre rapidement un petit peu à quoi ça ressemble. C'était très agréable au niveau des dessins, mais vraiment pas une réussite non plus, en somme. Mais je suis quand même contente de les avoir lus parce que c'est des bouquins que je voyais passer, donc... Ensuite, j'ai lu Hooked de Emily McIntyre, toujours dans le cadre du vlog que je vous prépare, Dark Romance Fantastique. 2 étoiles sur 5 pour ce livre. Dans cette Dark Romance, inspirée de très loin de Peter Pan, c'est Emily McIntyre qui le dit d'elle-même, qu'il faut pas le prendre comme une inspiration directe. On va suivre Wendy. Wendy, elle va au bar avec ses copines, car l'une d'entre elles a flashé sur le gérant. Le gérant qui est le mystérieux Hook. Hook va s'intéresser à Wendy, car celle-ci est la fille de son plus grand rival sur le marché du trafic de poussière de fées, Peter. Donc Peter, c'est le père absent de Wendy, avec qui elle a une relation compliquée. Bon, c'était pas terrible, c'était pas terrible, vraiment pas terrible du tout. J'ai pas aimé, les personnages sont d'un cringe, mais alors d'un cringe, ça me dérange pas si le cringe est bien fait, mais là, c'est pas un cringe que j'ai apprécié. Ils sont hyper caricaturaux.
Alors c'est impressionnant. Wendy, c'est le cliché de la jeune femme que l'on va qualifier dans le récit de fragile, juvénile, vierge, alors que Hook, ça va être le bad boy voyou toxique, possessif, pluvieux, qui coupe la langue d'un type qui lui a mal parlé et qui l'appelle gentille fille H24. Il n'y a pas de sororité également dans le récit, hein, parce que les potes de Wendy, elles sont jalouses de sa relation avec Hook et elles la dénigrent. Hein. Un coup c'est romantique, un coup zéro. Tu comprends pas trop ce qui se passe, on oscille d'une ambiance à une autre. Les dialogues et l'écriture durant les scènes de cucu sont absolument ridicules, je trouvais. Je me fiche du fait que la cohérence soit pas parfaite, mais des fois, concernant les suites d'événements, ça n'avait vraiment pas de sens. J'ai trouvé ça assez immature, en règle générale. Si je devais vous donner un avis, il y a des fois où je riais durant ma lecture, quoi, tellement c'était absurde, et l'histoire était vraiment pas assez construite, pas assez fournie pour que j'ai un quelconque intérêt. Le seul point positif que je peux donner, c'est que j'ai réussi à aller au bout parce que c'est vrai, c'est un page turner. Il faut dire ce qui est. C'est un page turner, il y a des chapitres courts, ça s'enchaîne assez rapidement. Et je précise aussi, parce que je pense que vous avez peut-être vu passer ce titre sur TikTok et tout, avec des trigger warnings de fou, des « oh secours, mon dieu, machin ». Peut-être que c'est parce que je suis une lectrice d'horreur, attention, hein, il faut le prendre avec des pincettes. Mais c'est beaucoup moins violent que ce que je pensais. Parce que j'ai vu passer des trucs où on disait que c'était vraiment hardcore. Peut-être que c'est parce que je dis des trucs bien plus hardcore, mais j'ai été agréablement surprise de voir que c'était beaucoup moins violent que ce que je pensais. Bon, en somme, c'était pas vraiment une bonne lecture. Voilà, c'était pas vraiment une bonne lecture. Un page turner, mais pas une bonne lecture, quoi. J'ai lu ensuite L'Hôtel de Daisy Johnson. J'ai mis 3 étoiles sur 5 à cette lecture. Dans cette lecture, on va suivre un hôtel où se produisent des événements étranges. On va suivre ce qui se passe dans cet hôtel au travers de nouvelles qui vont nous conter diverses histoires et qui sont liées entre elles, si vous voulez. Parmi elles, une femme aux capacités spéciales, un chantier maudit, une petite fille, une chambre étrange, une mariée, une veilleuse de nuit ou encore un film. Une lecture sympa mais sans plus. Il y a certaines histoires que j'ai absolument adorées, dont celle de la mariée et d'autres moins. C'est un petit peu le jeu avec les recueils de nouvelles. À la base, si j'ai bien compris, je crois que c'était un podcast. Et du coup, je pense que l'ambiance se prête peut-être mieux au format du podcast qu'en livre. C'est un recueil très atmosphérique, frissonnant, à l'ambiance particulière qui se lit assez bien, mais qui, en somme, n'a pas été un coup de cœur me concernant. J'ai lu ensuite un livre, La vache. Préparez-vous si vous voulez le lire, parce que ça, c'était quelque chose. Ouh là là, c'était quelque chose. Shy Girl de Mia Ballard. J'ai mis 5 étoiles sur 5 à ma lecture, donc ça a été quand même une excellente lecture, une très très bonne réussite parce que ça m'a impacté. Waouh, ce livre, je suis pas prête de l'oublier, je tiens à vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on suit dans Shy Girl, qui à mon sens, je tiens à vous le dire, est un roman d'horreur extrême. Hein. C'est un roman d'extreme horror, pour moi c'est clairement un roman d'horreur extrême, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Si vous commencez l'horreur, ne commencez pas par celui-ci, c'est peut-être un peu too much. Dans ce livre, on va suivre une femme fauchée. Elle décide de s'inscrire sur un site de Sugar Daddy pour subvenir à ses besoins financiers. Elle va rencontrer un homme qui va lui proposer de l'aide en échange qu'elle accepte de jouer à un jeu où elle doit se comporter comme son chien 8 heures par jour. Mais tout ne se passe pas comme prévu, vous vous en doutez vu que c'est un roman d'horreur. Ce roman d'horreur était glaçant, je pèse mes mots, absolument glaçant et terrifiant. Je conseille vraiment pas cette lecture aux âmes sensibles, je le redis, ou aux personnes qui n'ont pas l'habitude de lire de l'horreur, parce que j'en lis énormément comme vous le savez, et pourtant je l'ai trouvé très dur ce livre. En termes de trigger warning, tous les trigger warnings possibles et imaginables. Voilà, c'est bon pour vous, tous les trigger warnings possibles et imaginables. J'ai ressenti en le lisant des émotions hyper intenses en termes de frustration, de colère, de dégoût, d'angoisse. Ça faisait longtemps qu'un roman d'horreur ne m'avait pas fait ressentir ce nœud dans le bide quand je le lisais, et là c'était le cas. J'ai compris le parallèle que les lecteurs font souvent à Night Beach de Rachel Yoder, Une nuit chienne en français, pour tout le pan, métaphorique de transformation physique de l'histoire. Ça, je comprends pourquoi les deux œuvres sont comparées. On a aussi une postface de Mia Ballard à la fin où elle nous explique ce qu'elle a voulu démontrer dans le livre et c'est assez intéressant. Elle nous dit qu'on est dans une plongée viscérale, dans une horrible captivité et une horrible manipulation psychologique. Une situation à laquelle bien trop de femmes autour du monde ont fait face d'une façon ou d'une autre. Elle nous dit que cette histoire est un rappel que les femmes méritent de posséder leur propre histoire, leur corps ou leur futur selon leurs termes, qu'elles n'ont pas à endurer, à s'adapter ou à pardonner comme ce qu'on leur a appris et que la rage peut être salvatrice. Que quand cette autonomie est bafouée, la vengeance est moins à propos de la vengeance seule, mais plus à propos de la réécriture d'un narratif dans lequel les femmes refusent de rester les victimes. Vous l'avez compris, on est dans un roman d'horreur qui te bouscule, qui te passe pas la pommade. C'est un roman d'horreur qui te transmet un message, mais qui te le fout en pleine gueule, quoi, qui te fout un pain dans la gueule. C'était très marquant. Je vais lire d'autres romans de la plume de Mia Ballard parce que je suis très curieuse par conséquent, mais j'ai peur d'avance de ce que je vais trouver et du trauma que ça peut me générer. On verra.
Écoutez, on verra. Je pense que les autres récits, du coup, que Mia Ballard a écrits sont peut-être un peu moins choc. J'ai l'impression, donc on verra ce qu'il en est. J'ai lu ensuite Mi-Arca de Orlan Escoffier. J'ai mis à cette lecture 3 étoiles et demie sur 5. Dans ce roman, on est sur une sorte de réécriture de Carmilla, mais on va y suivre le récit de la vampire Carmilla qui a souhaité raconter son histoire en interview afin de rétablir la vérité, puisque le récit de Joseph Sheridan Le Fanu, parce que le récit de Sheridan Le Fanu pour Carmilla, c'est pas vrai, c'est faux, elle veut rétablir la vérité. Et donc on suit cette petite interview. J'ai bien aimé ce roman, c'était plutôt une bonne lecture. On y suit le récit de Carmilla depuis son enfance. C'était prenant, bien écrit, avec le récit compté de son histoire d'amour avec Laura, évidemment. Parmi les trigger warnings, on va trouver l'inceste ou encore le VIOL. Mais rien de tout cela n'y est décrit explicitement. On va l'évoquer, le sujet dans le roman, si vous voulez. Il n'y a pas de description graphique ou trop longue. Je l'ai trouvé bien réalisé en termes de narration. Difficile pour moi de ne pas penser durant ma lecture, évidemment, à Entretien avec un vampire, de Anne Rice. Pas un coup de cœur parce que c'était pas parfait à mon sens, notamment la description d'une personnage juive au début du roman qui m'a un peu cringe. Les chapitres sont courts et on alterne avec le récit de Carmilla et les interactions qu'elle a avec la personne qui l'interviewe et lui pose des questions. On est dans toute une ambiance gothique particulière à lire après avoir lu Carmilla, évidemment. Ça coule de source. Si vous voulez avoir toutes les petites références du récit, à lire après avoir lu Carmilla. J'ai lu ensuite un livre sur lequel je suis tombée complètement par hasard et qui m'a beaucoup intriguée au vu de sa couverture et du résumé, évidemment. À la guerre de Elisa Bory. 3 étoiles et demie sur 5 pour cette lecture. Dans ce roman, on va suivre Agathe. Agathe, c'est une femme qui est très en colère, qui en a assez, et on va suivre sa journée jusqu'à ce qu'une de ses pulsions de rage se réalise. Je n'en dirai pas plus sur cette pulsion de rage, si ce n'est que ça m'a fait un peu penser à Scanners de David Cronenberg. C'est un roman que j'ai trouvé hyper intéressant, bien qu'il soit très étrange. T'as des moments dans l'ambiance qui sont entre rêve fiévreux et réalité. T'es en tant que lecteur dans la tête de cette femme avec un texte peu aéré où on suit le fil de ses pensées. C'était une écriture très particulière, si particulière que je dois l'admettre, je n'étais pas sûre à certains moments de tout saisir. Du moins au niveau de l'interprétation que je me faisais du texte, notamment lors de l'évocation d'une femme que l'on qualifie de grosse dans le texte. Je suis curieuse de voir d'autres avis afin de comprendre parce que j'ai eu un doute à ce moment-là. C'est pour ça que c'est pas un coup de cœur ce livre. C'est parce que j'ai pas tout saisi par moment. Et ça me dérange pas que ce soit flou, qu'on soit dans un rêve fiévreux ou quoi que ce soit. Mais pour cet élément, j'étais perdue. Je l'ai vu en termes d'interprétation comme un texte qui évoque les injonctions et discriminations que subissent les femmes sur leur physique, leur poids, leur âge ou encore leur couleur de peau. Et on va suivre chez cette femme ce silence qui va se muer en rage, de plus en plus forte progressivement et de façon très symbolique avec plein d'éléments dans le texte qui te l'indiquent. J'espère avoir eu la bonne interprétation. Une lecture intéressante, en somme, que je suis quand même contente d'avoir faite. J'ai ensuite lu Toxic Daughter, Chi-chan de Shuzo Oshimi. Donc la même plume que pour les liens du sang. Un manga one-shot qui sort en avril et qui je pense sera traduit en français parce que Shuzo Oshimi c'est quand même assez traduit en français. 5 étoiles sur 5 pour ce manga que j'ai absolument adoré. En plus je trouve ça assez cool que ce soit un manga one-shot parce que j'ai un peu de mal avec les sagas de manga qui sont très très longues, donc je suis contente qu'on soit ici sur un one-shot. On va suivre 2 jeunes filles qui se lient d'amitié petite. L'une d'entre elles est assez inquiétante et a une affection toute particulière pour les insectes morts. Bref. Après s'être perdues de vue, celles-ci vont se retrouver. J'ai adoré cette lecture, c'était génial, les dessins sont trop cool et j'ai aimé cette histoire d'amitié sombre. Je précise qu'il y a un trigger VIOL dans le manga, j'ai trouvé la narration hyper bien menée, j'étais à fond dedans jusqu'à la fin que j'ai trouvé très bien, bref, c'était trop chouette. Ça, c'était trop chouette, j'ai adoré. J'ai lu ensuite The Macabre Show de Sam Kujo. Je remercie Sam Kujo pour l'envoi d'ailleurs de ce livre qui a été une excellente surprise. 4 étoiles sur 5 ici. Dans ce livre, on va suivre Bobby, un SDF qui, après avoir subtilisé le sac d'une vieille dame, fuit la police et trouve refuge dans un lieu où il va rencontrer les membres d'un freak show. J'ai passé un bon moment dans ce livre. On va suivre les personnages, ce qui leur arrive et les drames qui se produisent au sein de leur troupe. On est plus ici dans un roman de fantastique que d'horreur pure, je trouve. Quand bien même, il y a des morts. Ça, je vous le dis, il y en a des morts dans le récit. Mais je trouve qu'on est plus dans un roman fantastique parce qu'il y a vraiment une ambiance bien développée, construite, des personnages aussi qui sont très bien construits et qu'on va suivre tout au long du récit. Il y a des moments sombres, des moments plus drôles, par exemple un bébé géant, je n'en dirai pas plus. J'ai trouvé la narration bien réalisée, c'était une lecture très cool. En fait, si vous voulez, en termes de feeling, pour vous situer un peu, j'ai eu le même feeling que quand je lis un bon Pocket Terror ou un bon J'ai lu épouvante quoi. Donc c'était très cool et j'adore l'ambiance freak show et donc forcément il y avait tout pour me plaire ici. Et j'ai lu ensuite Walking Practice de Dol Kim-in, c'est un vrai coup de cœur. Un coup de cœur énorme, 5 étoiles sur 5 pour ce livre. Dans ce court roman d'horreur de 150 pages à peine, on va suivre un alien
qui après avoir craché son vaisseau, se retrouve coincé sur Terre et mange des êtres humains après les avoir cherchés sur des applis de rencontres. C'est un roman qui est très court, mais qui est super intéressant, j'ai trouvé. Un roman très gore, très body horror, très sexuel, je tiens à vous prévenir, parce que ça peut ne pas plaire à tout le monde. On y suit cet alien qui va nous partager ses réflexions. On va y parler notamment d'injonction au genre, de la question de cet alien qui se sent étranger à l'humain, complètement aliéné à cette société et ne parvient pas à être heureux. On est aussi dans un texte qui est profondément queer. C'était à la fois drôle, touchant, gore, unique et très intéressant. C'est très spécial, donc je sais pas si je peux vous le recommander. On est vraiment dans le genre de livre un peu étrange d'horreur que moi j'adore et qui rassemble tout un tas de thématiques en horreur que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si cela peut plaire à tout le monde. Moi j'ai absolument adoré ce livre. J'ai lu ensuite un livre très étrange, Ton/Non de Esther Yi. J'ai mis 3 étoiles sur 5 à cette lecture. On est dans ce roman avec une femme qui va se rendre avec sa coloc à un concert de K-pop. À ce concert, cette femme va voir Moon, l'un des chanteurs, et va développer une obsession grandissante pour lui. Et ce livre, il est super bizarre. Comment vous dire ? Mais super bizarre dans le sens où tu sais pas si t'es dans la réalité ou dans un rêve fiévreux, là encore. J'ai l'impression que mes lectures étaient vachement là-dedans ce mois-ci, bref. C'était pas mauvais, mais pour moi, ça a pas été un coup de cœur parce que mais c'était une épopée complètement chelou, complètement floue. Il y avait des moments où j'étais devant mon livre et je me disais mais qu'est-ce qui se passe, bon sang, je comprends rien, mais qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment vers la fin qui m'a fait exploser de rire tellement j'étais mais what? C'est un roman que j'ai trouvé parfois très intéressant et à la fois très étrange de par son ambiance comme son écriture. Il y a un avis de quelqu'un sur Goodreads qui m'a fait hurler de rire et qui résume totalement la vibe du roman. Je l'ai trouvé parfait cet avis, qui dit: Lire ça m'a fait le même feeling que cette nuit où j'avais accidentellement fumé de la weed pour la première fois. Ça résume parfaitement l'ambiance du livre. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Enfin, c'était une lecture très particulière, très étrange, vraiment. Là aussi, je sais pas tellement si je peux le conseiller. Ça, c'était bizarre. On va continuer donc sur les films et les séries pour le mois de mars. Donc j'ai regardé Sévrance saison 1. Au moment où je vous parle, je suis quasiment à la fin de la saison 2, mais du coup je vous présente pas la saison 2 parce que je suis encore dedans. Donc Sévrance saison 1. J'adore cette série. Je la trouve extraordinaire. Cette série, elle est très particulière. Difficile pour moi de vous la résumer correctement parce que mon résumé va être éclaté au sol. On est dans une ambiance de bureau très étrange. Les employés peuvent se dissocier, c'est-à-dire avoir un inter qui est au taf et un exter à l'extérieur dans leur vie réelle. Et on suit un petit peu tout cela. Oui, mon résumé était éclaté au sol, je vous avais prévenu. Mais c'est absolument extraordinaire. J'adore cette série qui me mindfuck complètement, qui me retourne le cerveau. À chaque fois, j'imagine qu'il y a ça qui va se passer. Finalement, ça ne se passe pas du tout, il se passe ça. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de série. L'esthétique est tout à fait magnifique. C'est génial. Regardez si vous avez toujours pas vu cette série. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, je me régale. Et là, je suis bientôt à la fin de la saison 2. On en a parlé sur Twitch. Il y a un personnage, j'ai peur pour lui, donc je croise les doigts, voilà, parce que je suis bientôt à la fin de la saison 2, j'ai peur, voilà. J'ai regardé ensuite February sur Shadows, February, avec ma magnifique prononciation bien sûr, ou ça peut s'appeler également The Black Coat's Daughter, il y a 2 titres du coup pour ce film. C'est un film de Oz Perkins, et du coup ça m'intriguait pas mal puisque j'avais vu Long Legs. Ici on est dans un film très étrange. Très très étrange. On retrouve des actrices que j'aime beaucoup, notamment l'actrice principale qui joue dans Sabrina l'apprentie sorcière sur Netflix. Et dans ce film, on est dans une ambiance très étrange, mais une ambiance que moi j'ai beaucoup aimée, que j'ai beaucoup appréciée. Donc c'est quand même un film dans lequel j'ai passé un bon moment, même si c'est très étrange, je vous préviens. Mais au niveau de l'esthétique et tout, j'ai trouvé ça très intéressant. On est avec Rose et Kat. Leurs parents sont pas venus les chercher, donc elles sont retenues dans une institution pour jeunes filles où elles suivent leurs études. Et on suit en parallèle Johan qui décide de s'y rendre. Et on a Kat qui est assaillie de visions terrifiantes et Rose qui voit avec horreur sa camarade devenir possédée par une sorte de force invisible et maléfique. Voilà pour le résumé qui là aussi est éclaté au sol parce que c'est difficile de faire un résumé de ce film. Mais c'est un film dans lequel j'ai passé un bon moment, qui est très étrange, mais dans lequel j'ai passé un très bon moment et que je vous conseille parce que c'est très particulier. Si vous aimez les films un petit peu étranges comme moi, n'hésitez pas parce que là pour le coup on est complètement là-dedans quoi. J'ai regardé par la suite Tenement, toujours sur Shadows. Ici on va suivre Soria. Soria elle retourne au Cambodge pour se retrouver après la mort de sa mère et elle va y découvrir une famille qu'elle n'y a jamais connue et une vieille bâtisse peuplée de secrets.
C'est ça qu'on suit dans ce film. Là, ça a pas été un coup de cœur pour moi, Tenement, parce que j'ai pas tout compris. Voilà, pour ainsi dire. C'est aussi simple que ça. On en avait rigolé ensemble sur Twitch, mais vraiment, je n'ai pas tout compris. J'ai regardé ce film, j'étais là. Ok. Donc, mon avis va s'arrêter à là. Tout simplement. Je n'ai pas plus à dire. Si c'est que forcément, je me suis un peu ennuyée. J'ai pas tout compris, donc j'ai pas passé forcément un très bon moment. Ensuite, j'ai regardé Living DC sur Shadows, un fun footage. J'ai passé un bon moment dans ce fun footage. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié aussi le fait que ça ne fasse pas comme dans beaucoup de fun footage que je regarde, c'est-à-dire que le principal de l'action se déroule à la fin. Là, il se passe des trucs inquiétants tout au long du film. Donc ça, c'était très appréciable. Dans Living DC, on va suivre un homme qui va quitter la ville et qui va décider de s'installer dans une région plus sauvage et reculée. Mais il va réaliser petit à petit que bon, il est pas seul dans ces bois. Il va entendre des bruits de flûte, des bruits de trucs la nuit. Il va commencer à installer des caméras, se rendre compte qu'il n'est pas tout seul. Et c'était un film qui était assez intéressant, j'ai trouvé en termes de concept. Moi, j'ai passé plutôt un bon moment. Écoutez, c'était assez chouette, une bonne narration, assez sympa. J'ai passé vraiment un bon moment dans ce fun footage, dont je garderai un bon souvenir en somme. J'ai regardé Tunnel également sur Shadows. Tunnel, ça c'est un film où tu suis un homme qui, alors qu'il traverse un tunnel, voit le tunnel s'effondrer sur lui. Il va être coincé sous les décombres dans sa voiture et il va essayer de s'en sortir. C'est un film dans lequel j'ai passé un moment, j'ai pu le trouver un petit peu long par moment, mais dans lequel j'ai passé plutôt un bon moment. Et en plus, il y a un Carlin. Il y a un Carlin. Et c'est le coéquipier de survie. C'est extraordinaire. Vous n'imaginez pas à quel point ce chien, j'avais peur qu'il lui arrive malheur. Moi, je suivais ce chien avec une passion. Ça, je vous le dis. Ah non. Oui, je sais. C'est ridicule. Mais ça m'a fait beaucoup rire parce que d'ailleurs, quand j'ai regardé sur Letterboxd après les avis, il y a quelqu'un qui a mis en top avis le meilleur coéquipier de survie ever. Donc effectivement, je ne suis pas la seule à avoir été prise de passion par ce chien quand je regardais le film. C'est extraordinaire. Là, on est plus du coup sur un thriller, sur un truc de survie, hein, vous avez compris. Je me suis fait un marathon de visionnage des Saw. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que les Saw, je n'avais pas l'histoire derrière. Je les avais regardés de façon tellement décousue à l'époque que du coup, j'avais pas toute la backstory derrière, toute l'histoire de John Kramer, etc. Donc, je voulais remater les Saw histoire de savoir un petit peu. Là, j'avoue, ça commence à être dur. Là, j'en suis au moment où ça commence à être dur. J'ai du mal à regarder la suite parce que là, je commence à me lasser, à en avoir marre. Donc, j'ai regardé tout d'abord Saw 1. Saw 1, on va suivre ces deux personnages coincés, donc comment ils vont essayer de s'en sortir. Le Saw 1 était plutôt bien. Je vais pas vous faire les résumés à chaque fois, mais le Saw 1 était plutôt sympa. J'ai passé un bon moment. Dans le Saw 2, ça allait aussi. J'ai pas passé un horrible moment. Ça allait. En revanche, trauma énorme quand j'ai revu cette scène avec les aiguilles. Gigantesque trauma. Voilà, je tiens à vous le dire. Vous saurez. Avec les seringues là. Vous saurez. Saw 3, ça allait encore. Et puis j'ai regardé Saw 4 et j'ai absolument détesté mon visionnage. C'était un cauchemar. Voilà. Donc là ça commence à être difficile. Hein. J'essaie de persister, de continuer de regarder la suite. Là, ça commence à être un petit peu plus difficile. Hein. Il faut dire ce qui est. Et puis en plus, c'est vrai que on est quand même sur des films assez gore, même si à mon sens, c'est pas non plus terrible. On est sur des films assez gore et donc du coup forcément difficile de t'enchaîner un marathon de visionnage de façon hyper efficace, mais bon, je regarderai peut-être la suite, c'est pas dit parce que le 4 franchement ça m'a fait chier, donc écoute, on verra si j'arrive à regarder la suite et dites-moi d'ailleurs pour ceux qui connaissent bien la saga des Saw si y a une importance si c'est vraiment important de regarder la suite pour le lore, l'univers, l'histoire derrière. Et comme ça, à ce moment-là, ça me motivera à regarder la suite encore. J'ai regardé ensuite un classique du documentaire que je n'avais encore jamais vu et qui m'a énormément ému. J'ai pu aller voir après sur le wiki du docu et j'ai vu qu'il y avait quelques controverses, notamment sur la rémunération des artistes, et qui est disponible sur YouTube en fait. Je l'ai regardé sur YouTube. C'est Paris is Burning et qui va s'intéresser à la bol culture new-yorkaise. Si je peux vous l'expliquer de façon un petit peu plus précise, Jenny Livingston en fait va se rendre à des balles organisée par la communauté LGBT afro-américaine et hispanique. Et au cours de ces soirées, les participants s'affrontent dans des défilés ou à travers la danse. C'est de là que vient notamment le Vogue, le voguing. Ici, donc, on suit tout cela. Et c'est un documentaire qui va aborder des thématiques, je trouve, extrêmement importantes, dont la fin est déchirante.
parce qu'il est arrivé un drame à l'une des personnes que l'on voit dans le docu. On va aborder des sujets évidemment assez difficiles comme le racisme, la violence, l'homophobie, la transphobie, le sida également. C'est un documentaire que j'ai trouvé très intéressant en somme et que je suis contente d'avoir regardé. J'ai regardé également Savage Land. Ça c'est un film found footage que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très chouette. Dans Savage Land, qu'est-ce qu'on va suivre? Eh ben, on est dans un docu qui est tourné comme un true crime et on suit un personnage. Ce personnage c'est le seul survivant. Il est interrogé par la police. Et en fait, il s'est passé un drame, c'est-à-dire que dans le village dans lequel il se trouvait, tout le monde a été décimé. Tout le monde est mort. Tout le monde. Et il est soupçonné. Lui est soupçonné d'avoir fait cette tuerie, d'avoir tué tout le monde et tout. Il y a un sous-texte de racisme parce qu'on va soupçonner le seul personnage vivant qui est un photographe mexicain et on va donc nous montrer ces photos peu à peu qui vont bien évidemment démontrer qu'il ne s'agit pas de lui. C'est un film qui est assez glaçant, les photos sont terrifiantes, notamment l'une d'entre elles avec une petite fille, j'étais là. C'est un film dans lequel j'ai passé un très bon moment et un found footage que je vous conseille, qui est assez glaçant, assez terrifiant et vraiment un bon film je trouve. J'ai regardé ensuite un classique du cinéma d'horreur que je n'avais encore jamais vu, jamais vu, c'est Audition. Audition c'est un livre également, c'est un livre de Ryu Murakami que j'ai pas encore lu, il faut que je le lise, parce que j'ai l'impression que c'est pas la même ambiance dans le film que dans le livre. J'attends de voir parce que de ce que j'ai entendu, c'est assez différent. Dans le film Audition, dans lequel j'ai passé un très bon moment, qui est assez glauque, surtout la fin, c'est très glauque. On est avec un personnage qui bosse dans le cinéma, il cherche une femme, et donc, avec un ami à lui, ils vont organiser un casting qui, sous couvert de réaliser un nouveau film, mais en réalité, c'est pour que lui, il trouve une nouvelle femme, quoi. Et il va rencontrer une jeune fille, il va vouloir que ça devienne sa femme, mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'est un film qui est très intéressant dans ce qu'il démontre, dans son sous-texte, mais je me demande s'il y a le même sous-texte dans le livre. Je suis pas sûre. J'attends de voir. En tout cas, le film était super intéressant et l'actrice joue extrêmement bien. C'est assez dingo. J'aurais du mal à oublier le petit bruit de la fin du film. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez. J'ai regardé ensuite encore un classique du fun footage, beaucoup de fun footage ce mois-ci, avec Cloverfield. Cloverfield, je ne l'avais jamais vu. Là aussi, c'est un film qui est considéré comme très connu dans le cinéma d'horreur. Moi, je l'avais toujours pas vu. Et je l'ai trouvé hyper intéressant, hyper fun. C'est pas parfait, mais qu'est-ce que c'est fun. En fait, on est avec un groupe de potes, ils sont en train de faire soirée dans un appart et tout, c'est la teuf, tatati. Sauf que, il y a les bâtiments qui vont commencer à tomber, il y a une apocalypse. OMG, créature terrifiante, alien. C'est trop bien. C'est trop bien, moi j'aime trop ce truc de créatures, machin et tout, c'est un truc qui me fascine. Quel plaisir de voir un fun footage avec des créatures. C'est très très cool. C'est un truc que j'aime beaucoup généralement. Et Cloverfield, du coup, très intéressant. Je sais que c'est une trilogie, mais j'ai l'impression que les deux autres sont assez différents. On n'est pas sur les fun footage. Je vais quand même les regarder, mais j'ai peur que ce soit assez différent et que peut-être je sois un peu moins conquise. Parce que là, c'était le côté fun footage que je trouvais intéressant. On verra ce qu'il en est pour les deux autres, du coup, que je regarderai plus tard. J'ai regardé ensuite un film juste pour le fun. On est sur du fun, ici. C'est Lake Placid. Lake Placid, donc je l'ai vu sur Shadows. Lake Placid, c'est un film qui est complètement cliché, avec des personnages tous plus clichés les uns que les autres. Un film assez stupide, sur de nombreux points, où on suit une paléontologue. Elle va se rendre au bord d'un lac où il y a eu un mort. Et elle va regarder une petite dent, une dent qui appartiendrait à un crocodile. Mais ce crocodile est immense, qu'est-ce qu'il fait dans ce lac? On est sur un film d'horreur avec un animal géant, en somme, pour vous situer un peu l'ambiance. Et c'est un film qui est vraiment pas parfait, qui est fun à regarder. Voilà, ça s'arrête là. C'est un film qui est juste fun à regarder, tu le regardes, t'es là, t'es en mode lol, terminé. Voilà, c'est tout. Avec des personnages masculins ultra lourdingues, un personnage féminin ultra caricatural, voilà. Et ensuite, pour terminer cet update, donc je vais vous parler des jeux auxquels j'ai joué. Il y en a, oulala qu'il y en a. Tout d'abord, Jisatsu, un jeu de Chai Art qu'on a fait sur Twitch ensemble, où tu vas incarner un personnage principal qui est envoyé par son boss faire un fun footage dans une maison abandonnée. Super mission du boss. Et tout ne va pas se passer comme prévu. C'est un jeu qui est assez terrifiant. Moi, j'ai beaucoup aimé les graphismes. J'ai trouvé que c'était assez efficace, assez cool. Peut-être que je vous publierai le replay sur la chaîne avec les autres jeux d'horreur qu'on a fait ce mois-ci. Mais c'est un jeu qui est vraiment chouette et que je vous conseille. Et ça me donne envie de faire les autres Chai Art, du coup, qui ont l'air tout aussi terrifiants dans l'ambiance. Little Miss Fortune, ensuite. Ça, c'est un coup de cœur. J'ai absolument adoré. Tu vas incarner une petite fille. Cette petite fille, elle a une voix off qui lui parle. Et on sait que cette petite fille va mourir, mais on ne sait pas comment.
On ne sait pas de quelle façon, on sait juste qu'elle va décéder, et t'as cette voix off qui lui parle, et toi tu te balades et tout, et tu réalises des petites missions, et tu te balades, et tu sais pas comment va se terminer ton voyage. C'est génial, ce jeu est absolument génial, moi j'ai adoré, ça a été un coup de cœur total. J'ai joué ensuite à Slender Threads, alors ça j'avais fait la démo il y a longtemps, et du coup j'étais contente quand j'ai vu que le jeu était enfin sorti. C'est un jeu, alors j'accroche pas totalement, c'est pas mauvais, mais j'accroche pas totalement, au moment où je vous en parle évidemment je l'ai pas terminé, hein. On est avec un personnage qui... du coup, est dans un hôtel, il se passe des trucs bizarres dans la ville et on réalise des petites missions, on essaie d'enquêter un petit peu sur ce qui s'est passé, tout ça. C'est pas extraordinaire, j'attends de voir, je vais le continuer, je vous dirai plus tard si tout a changé et qu'en fait je trouve que c'est un banger, mais pour le moment je suis pas hyper fan. J'ai joué ensuite à des jeux dont on en a fait 2 sur Twitch ensemble. C'est une saga de jeux que j'aime bien, qui est assez glauque, hein. C'est très 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 glauque parce que ça s'inspire de faits réels, donc c'est très très glauque je trouve. Mais c'est des jeux qui vraiment te procurent une terreur, c'est assez efficace. Il y a tout d'abord Tales Beyond the Tomb, Pineville Night Stalker, où tu incarnes un personnage qui se fait stalker du coup par un fou. Ensuite Tales Beyond the Tomb de Farm Secret, où tu incarnes un personnage qui est coincé avec un psychopathe, qui s'en prend à des autostoppeuses. Et Tales Beyond the Tomb de Last Vigil, où tu incarnes un vigile dans un cimetière, et il va se passer des trucs très étranges dans le cimetière, et t'es menacé. Donc 3 jeux qui furent assez qualitatifs et qui sont assez glauques en somme, avec des graphismes très particuliers, très spécifiques à ces jeux-là, que j'ai trouvé plutôt efficaces et on en a fait 2 sur Twitch ensemble du coup. Et après j'ai testé, je n'ai pas encore fini, il m'en reste encore 3 à faire, les Fears to Fathom. Alors j'ai fait le 1 toute seule, Fears to Fathom Home Alone, où tu incarnes un personnage qui est seul chez lui et pareil t'as un stalker qui va s'introduire dans la maison. Et on a fait ensemble sur Twitch Fears to Fathom Northwood Hitchhike, où tu incarnes un personnage qui est allé dans une convention de jeux vidéo, qui revient, qui va aller dans un motel, et dans ce motel il va lui arriver des bricoles. C'était un jeu très fun qu'on a fait ensemble, qui était assez cool. Terrifiant, absolument terrifiant. Ce sont, pour les Tales Beyond the Tomb ou les Fears to Fathom, si vous voulez, c'est des jeux où t'es quand même dans un truc assez haletant, où tu dois te cacher, où ça détecte ton micro et tout, donc on est quand même sur des jeux assez efficaces, mais qui en termes de graphisme ne plairont peut-être pas à tout le monde, parce qu'on n'est pas dans de l'ultra réalisme, hein, en gros. Et là, je suis en train actuellement de faire un jeu que j'adore, donc je peux vous en parler tout de suite, j'en suis à plus de la moitié du jeu. C'est un jeu, j'adore, c'est Franbo. Franbo, je me régale dans ce jeu, je le trouve absolument génial. On va incarner du coup une petite fille, elle est dans une sorte d'hôpital psychiatrique, parce qu'on sait que ses parents sont décédés, et quand elle prend des petites pilules, elle voit un monde complètement terrifiant, infernal autour d'elle, et on suit un peu cela. C'est un jeu que je trouve magnifique visuellement, c'est un point and click pour le coup, on est totalement dans un point and click, mais un point and click qui visuellement et esthétiquement est absolument magnifique. Pour l'instant c'est un jeu dans lequel je passe un excellent moment et j'ai trop hâte de connaître la fin, j'ai trop hâte parce que là pour l'instant je me régale, je vous en dirai plus si j'ai plus à vous dire là-dessus évidemment dans un autre update, mais franchement pour le moment je me régale, c'est excellent, c'est génial. J'en ai terminé pour cet update, j'espère que cela vous aura plu. Pour la lecture que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train de lire Destination Extrême, Château de Dracula, de la saga Destination Extrême, où là pour le coup nous sommes donc dans le château de Dracula, une saga que j'avais envie de continuer, même si pour le moment on n'est pas forcément sur des énormes coups de cœur. J'espère que cet update vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des ouvrages, des films et des jeux que je vous ai présentés ici. J'espère que cela vous aura plu, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.